L'histoire commence un jour d'été, où Alice, une petite fille curieuse, est assise avec sa sœur près d'une rivière. Elle s'ennuie en regardant son livre, qui ne contient ni images ni dialogue, ce qu'elle trouve très ennuyeux. C'est alors qu'un lapin blanc passe près d'elle, murmurant « Oh mon Dieu! Je suis en retard, je suis en retard !» Intriguée, Alice remarque qu'il porte une veste et sort une montre de sa poche. Sans réfléchir, elle décide de le suivre, et le voit disparaître dans un terrier. Sans hésiter, Alice se glisse dans le terrier à sa suite, mais elle ne s'attend pas à ce qui va se passer ensuite. Le terrier s'avère être un puits profond et elle commence à tomber, tomber, tomber. Pendant cette chute interminable, Alice remarque des étagères et des objets étranges accrochés au mur du puits. Elle se demande si elle va atterrir bientôt, et réfléchit à tout ce qu'elle a appris à l'école, comme si cela pouvait l'aider à comprendre ce qui lui arrive. Finalement, elle atterrit doucement sur un tas de feuilles sèches, sans se faire mal. Alice se lève et regarde autour d'elle. Elle est dans un long couloir éclairé, avec plusieurs portes de différentes tailles. Elle se met à explorer et découvre une petite clé dorée sur une table en verre. Elle essaie d'ouvrir toutes les portes, mais aucune ne correspond à la clé, sauf une toute petite porte qu'elle n'avait pas remarquée au début. En regardant à travers la serrure, elle aperçoit un magnifique jardin. Cependant, elle est bien trop grande pour passer par cette petite porte. Déconcertée, elle trouve une bouteille sur la table avec une étiquette disant « Bois-moi ». Après s'être assurée qu'il n'y a pas de poison, Alice boit le contenu de la bouteille. Elle commence alors à rétrécir, jusqu'à atteindre la taille parfaite pour passer par la porte. Mais, en se dirigeant vers le jardin, elle se rend compte qu'elle a laissé la clé sur la table, bien trop haute pour elle maintenant. Découragée, elle trouve une boîte sous la table avec un gâteau sur lequel est inscrit « Mange-moi ». Espérant que cela la fera grandir, elle mange le gâteau. Et en effet, elle commence à grandir, mais elle devient tellement grande qu'elle ne peut plus bouger dans la pièce. Maintenant qu'elle est gigantesque, Alice se sent coincée et commence à pleurer. Ses larmes forment une véritable mare autour d'elle. Pendant ce temps, elle aperçoit le lapin blanc qui passe en courant, toujours inquiet de son retard. Il laisse tomber un éventail et des gants, qu'Alice récupère. Utilisant l'éventail, elle commence à rapetisser à nouveau, mais cette fois, elle rétrécit tellement qu'elle finit par tomber dans la mare de ses propres larmes. Alice, maintenant petite, nage dans la mare avec d'autres créatures, comme une souris et plusieurs oiseaux. Ensemble, ils cherchent un moyen de sortir de l'eau. La souris propose d'organiser une course cocasse, pour se sécher, où chacun court dans n'importe quelle direction jusqu'à ce qu'il soit sec. La scène est absurde, mais Alice en profite pour discuter avec les autres animaux. Peu après, Alice se retrouve de nouveau seule et rencontre à nouveau le lapin blanc, qui la prend pour sa servante, Mary-Ann, et lui demande d'aller chercher ses gants et son éventail dans sa maison. Curieuse et un peu confuse, Alice suit les instructions et entre dans la maison du lapin. Une fois à l'intérieur, elle trouve une autre bouteille avec l'étiquette « Bois-moi ». Pensant que cela pourrait l'aider, elle en boit le contenu, mais cette fois, elle devient tellement grande qu'elle est coincée à l'intérieur de la maison. Le lapin blanc et ses amis, effrayés de voir cette gigantesque fille dans la maison, essaient de l'en faire sortir. Alice se retrouve bloquée dans la maison, ses bras dépassant par les fenêtres et ses jambes par la porte. Elle finit par trouver une solution en mangeant quelques gâteaux qu'on lui tend, ce qui la fait rapetisser encore une fois. En s'éloignant de la maison du lapin, Alice rencontre une chenille bleue assise sur un champignon, en train de fumer un narguilé. La chenille est calme et un peu méprisante, et pose à Alice une question énigmatique, « Qui es-tu » Alice, qui a déjà tant changé de taille et vécu tant de choses étranges, n'est plus vraiment sûre de savoir qui elle est. La chenille l'informe que manger d'un côté du champignon la fera grandir, tandis que l'autre côté la fera rapetisser. Alice, excitée mais un peu nerveuse, prend un morceau de chaque côté du champignon et expérimente jusqu'à retrouver une taille normale. Elle continue alors son chemin à travers le pays des merveilles. Au cours de son voyage, Alice rencontre le célèbre chat du Cheshire, qui peut disparaître et réapparaître à volonté, laissant souvent derrière lui un grand sourire flottant. Le chat parle en énigme et dit à Alice qu'elle trouvera des fous partout au pays des merveilles. Il lui suggère de rendre visite au chapelier fou et au lièvre de Mars, qui prennent le thé ensemble dans une clairière.
Alice les rejoint pour un thé des plus bizarres. Le chapelier et le lièvre sont dans une boucle temporelle, vivant constamment la même heure du thé. La table est en désordre, et les convives parlent de manière absurde, posant des devinettes sans réponse et changeant constamment de place à la table. Après un moment, Alice, exaspérée par leur folie, les quitte. En poursuivant son chemin, Alice arrive enfin dans le magnifique jardin qu'elle avait aperçu au début de son aventure. Là, elle rencontre la reine de cœur, une souveraine tyrannique qui passe son temps à ordonner des exécutions pour la moindre offense, criant sans cesse qu'on lui coupe la tête. Cependant, personne n'est réellement exécuté, car les serviteurs de la reine de cœur sont plus amusés par ses colères que motivés par l'envie de tuer. Alice participe à une partie de croquet avec la reine, mais tout est étrange, les maillets sont des flamants roses vivants, et les balles sont des hérissons. Finalement, Alice est convoquée à un procès où le valet de cœur est accusé d'avoir volé des tartes. La scène est totalement absurde, avec des témoignages ridicules et des personnages qui ne semblent pas comprendre ce qui se passe. Alors que la reine de cœur ordonne de couper la tête d'Alice, cette dernière se dresse contre elle et déclare que tout cela n'est qu'un rêve. À cet instant, Alice se réveille brusquement, allongée sur l'herbe, près de sa sœur. Tout ce qu'elle a vécu n'était qu'un rêve étrange et merveilleux. Pourtant, les souvenirs de son aventure au pays des merveilles restent vifs dans son esprit, et elle en est encore émerveillée. L'histoire commence dans la jungle indienne, par une nuit sombre et silencieuse. Le féroce tigre Sher Khan, avec son rugissement tonitruant, fait savoir qu'il est à la chasse. C'est une nuit spéciale, car une famille humaine a été attaquée par ce tigre, et un petit garçon, tout juste capable de marcher, s'échappe de l'attaque en se glissant dans la jungle. Ce garçon finit par se retrouver dans une caverne où vit une meute de loups. La mère louve, Raksha, prend immédiatement en affection le petit garçon et décide de le protéger, même face à Sher Khan, qui revendique l'enfant comme sa proie. Le chef de la meute, Akela, et le reste des loups décident d'adopter le garçon et de l'élever comme l'un des leurs. Ils lui donnent le nom de Mowgli, ce qui signifie « petite grenouille », à cause de son absence de poils. Bien que Sher Khan clame que le garçon lui appartient, Akela et Raksha défendent fermement Mowgli. Cependant, pour que Mowgli soit accepté par la meute, il doit être présenté au Conseil de la Roche, où tous les animaux de la jungle se rassemblent pour décider de son sort. Selon la loi de la jungle, il faut que 2 membres de la meute le parrainent. Baloo, un vieil ours brun qui enseigne la loi de la jungle aux jeunes loups, prend la défense de Mowgli, ainsi que Bagheera, la panthère noire, qui connaît la jungle mieux que personne. Bagheera offre en échange un taureau qu'elle a tué, et Mowgli est accepté par la meute. Mowgli grandit parmi les loups et devient un garçon robuste et intelligent. Il est initié aux lois de la jungle par Baloo, qui lui enseigne les mots magiques que tous les animaux respectent, les lois de la chasse, et les dangers à éviter. Il apprend que la jungle est gouvernée par des règles strictes, et chaque animal a sa place dans l'ordre naturel. Avec Baloo, il apprend à se déplacer dans les arbres, à comprendre le langage des oiseaux et à éviter les serpents comme Kaa, le python. Bien que Kaa soit redouté par beaucoup, il n'est pas un ennemi pour Mowgli. Au contraire, il deviendra plus tard un allié précieux. Cependant, Mowgli est souvent tenté par l'aventure, et malgré les avertissements de Baloo et de Bagheera, il se laisse parfois entraîner dans des situations dangereuses. Un jour, il est enlevé par le peuple des singes, un groupe d'animaux malveillants et irresponsables qui vivent dans les ruines d'une ancienne cité humaine. Ils veulent que Mowgli devienne leur chef, pensant qu'il peut leur enseigner la sagesse des humains. Ils l'emmènent dans leur cité en ruine, où ils comptent le retenir prisonnier. Baloo et Bagheera, paniqués à l'idée de perdre Mowgli, se lancent à sa recherche. Ils font appel à Kaa, le python géant, qui possède un pouvoir hypnotique sur les autres animaux. Ensemble, ils pénètrent dans la cité des singes pour sauver Mowgli. Lors d'une grande bataille, Kaa utilise sa capacité de persuasion pour immobiliser les singes et leur inspirer une peur intense. Les singes, terrifiés, s'enfuient, et Mowgli est sauvé. Cette expérience le rend plus attentif aux dangers de la jungle et renforce son lien avec ses amis, en particulier Baloo et Bagheera. Kaa, bien qu'effrayant, devient également un ami proche de Mowgli. Au fil des années, Sher Khan n'a jamais abandonné l'idée de tuer Mowgli. Le tigre déteste les humains,
car il garde une rancune contre eux après avoir été blessé par des chasseurs humains dans sa jeunesse. Shere Khan a passé des années à comploter contre Mowgli, et à mesure que Mowgli grandit, la menace se rapproche. Shere Khan finit par convaincre une partie de la meute de se retourner contre Mowgli, en jouant sur la peur et la méfiance. Il argue que Mowgli n'est pas un véritable loup et que sa présence est un danger pour la meute. De plus, Mowgli est maintenant assez grand pour comprendre qu'il est différent des loups, et il commence à se poser des questions sur son propre passé. Avec l'aide de Bagheera, Mowgli se rend dans un village humain et vole un pot de feu, appelé par les animaux, la fleur rouge, une chose que tous les animaux redoutent. Lors du prochain conseil de la meute, où Shere Khan prévoit de prendre le pouvoir, Mowgli arrive avec le feu et le brandit devant Shere Khan et les autres loups, montrant sa maîtrise d'une force que les animaux ne peuvent pas défier. Effrayés par le feu, Shere Khan et les loups déloyaux reculent. Mowgli est alors confronté à une dure vérité. Bien qu'il ait été élevé par des loups et qu'il ait toujours cru qu'il était l'un des leurs, il est humain et ne peut pas rester dans la jungle pour toujours. Le cœur lourd, il prend la décision de quitter la meute et de retourner parmi les hommes. Mowgli retourne au village des humains, où il est d'abord accueilli avec curiosité. Une femme du village, Messua, l'adopte, croyant qu'il est son fils perdu depuis longtemps, enlevé par un tigre. Mowgli essaie de s'intégrer à la vie humaine, mais il se sent étranger à leurs coutumes. Il ne comprend pas les règles humaines et trouve leur mode de vie confus. Les villageois, bien qu'impressionnés par Mowgli, commencent à se méfier de lui à cause de son lien avec les animaux. Il est vu comme un être étrange, entre deux mondes, et cette méfiance s'accroît lorsque Mowgli continue de passer du temps dans la jungle avec ses amis animaux. Finalement, Shere Khan continue de chercher à tuer Mowgli, et leur confrontation finale approche. Mowgli, ayant appris à utiliser les outils des humains, prépare un piège pour le tigre. Il attire Shere Khan dans une gorge étroite, où il fait s'écrouler un troupeau de buffles sauvages, piétinant le tigre jusqu'à la mort. La menace de Shere Khan est enfin éliminée, et Mowgli se venge du tigre qui avait juré de le tuer depuis sa naissance. Cependant, malgré sa victoire, Mowgli se rend compte qu'il ne peut plus appartenir ni totalement à la jungle ni aux hommes. Il est un être à part, partagé entre deux mondes. Bien que la jungle soit son foyer, Mowgli comprend que le temps est venu pour lui de partir. Il prend un dernier adieu à ses amis animaux, notamment Baloo et Bagheera, qui lui ont tant appris. Il sait qu'il doit trouver son propre chemin, quelque part entre la jungle et le monde des hommes. Avec le temps, Mowgli apprend à accepter sa double nature et trouve un équilibre entre son passé dans la jungle et sa nouvelle vie parmi les humains. Mais, au fond de lui, il restera toujours un enfant de la jungle, ayant appris à respecter et comprendre la nature et ses lois. L'histoire commence à Londres, dans la maison de la famille Darling. Mr. et Mrs. Darling sont des parents aimants qui vivent avec leurs 3 enfants, Wendy, la plus âgée, puis John, et le plus jeune, Michael. La famille a également un chien nommé Nana, qui agit comme une sorte de nourrice pour les enfants. Les Darling mènent une vie tranquille, mais Wendy rêve souvent d'aventures extraordinaires. Peter Pan est un personnage dont Wendy a souvent entendu parler dans ses rêves. En effet, elle et ses frères s'amusent à inventer des histoires fantastiques, et Peter Pan en est souvent le héros. Un jour, Peter Pan, accompagné de la petite fée Clochette, Tinker Bell en anglais, pénètre dans la maison des Darling pour récupérer son ombre, qu'il a perdu lors d'une précédente visite. Wendy le surprend et, fascinée par ce garçon qui ne veut pas grandir, engage la conversation avec lui. Peter Pan vit dans un endroit magique appelé le pays imaginaire, Neverland en anglais, un lieu où les enfants ne vieillissent jamais et où ils peuvent vivre des aventures infinies. Ce monde est peuplé de créatures fantastiques comme les sirènes, les fées, les indiens, et des pirates dangereux menés par le terrifiant capitaine Crochet, Captain Hook. Après avoir récupéré son ombre avec l'aide de Wendy, Peter l'invite à le suivre au pays imaginaire pour devenir une mère, pour lui et les enfants perdus, un groupe de garçons orphelins vivant sous la protection de Peter. Wendy accepte avec enthousiasme et convainc ses frères, John et Michael, de les suivre. Avec l'aide de la poudre de fée de Clochette, les enfants Darling s'envolent au-dessus des toits de Londres en direction du pays imaginaire. Une fois arrivés au pays imaginaire, Wendy, John et Michael découvrent un monde rempli d'aventures et de dangers. Ils rencontrent les enfants perdus,
Une bande de jeunes garçons que Peter a adoptés, et qui, comme lui, refusent de grandir. Wendy joue immédiatement le rôle de la mère, racontant des histoires et s'occupant des garçons. Peter Pan est confronté à de nombreux ennemis dans le pays imaginaire, notamment le capitaine Crochet, un pirate redoutable qui déteste Peter et rêve de se venger de lui. Crochet a une main remplacée par un crochet après que Peter l'a coupé et donné à un crocodile, qui maintenant le poursuit sans relâche, ayant développé un goût pour sa chair. Ce crocodile a aussi avalé une horloge, ce qui permet au capitaine de l'entendre approcher grâce au bruit du tic-tac. Clochette, la fée loyale mais jalouse, joue un rôle crucial dans l'histoire. Bien qu'elle soit dévouée à Peter, elle se méfie de Wendy et tente à plusieurs reprises de se débarrasser d'elle, allant jusqu'à trahir Peter en révélant sa cachette au pirate de Crochet. Le capitaine Crochet, le principal antagoniste de Peter Pan, est obsédé par la capture de Peter et des enfants perdus. Crochet est à la fois charismatique et cruel, un pirate intelligent qui cherche sans cesse à éliminer Peter. Il utilise diverses stratégies, allant de la manipulation psychologique aux attaques directes. L'une des batailles les plus intenses se déroule lorsque Crochet capture Wendy, John, Michael, et les enfants perdus. Il les emmène sur son navire, Jolly Roger, avec l'intention de les forcer à rejoindre son équipage ou de les faire marcher sur la planche. Peter Pan, après s'être remis d'une tentative d'empoisonnement orchestrée par Crochet, et contrée par le sacrifice héroïque de Clochette, intervient à temps pour les sauver. Une confrontation épique s'ensuit entre Peter et Crochet, au cours de laquelle Peter réussit à humilier et vaincre le pirate une nouvelle fois. La défaite finale du capitaine Crochet se produit lorsque le crocodile, toujours attiré par le son de l'horloge en lui, finit par engloutir le pirate, laissant Peter victorieux. Après leurs nombreuses aventures, Wendy, John, Michael, et les enfants perdus ressentent peu à peu le besoin de rentrer chez eux. Bien que la vie au pays imaginaire soit excitante, le confort d'une famille leur manque. Wendy réalise aussi que même si l'on peut refuser de grandir, il y a des aspects de la vie adulte qu'elle ne veut pas abandonner. Peter, de son côté, ne comprend pas pourquoi quelqu'un voudrait grandir, et refuse de les accompagner. Il choisit de rester au pays imaginaire, fidèle à son choix de ne jamais vieillir. Avant de partir, Wendy propose d'adopter les enfants perdus et de les ramener à Londres. Ils acceptent, et Peter Pan les conduit une dernière fois à travers le ciel étoilé, direction Londres. Lorsque les enfants rentrent chez eux, Mr. et Mrs. Darling, fous d'inquiétude, les accueillent avec amour. Les enfants perdus sont adoptés par la famille, mais Peter Pan, fidèle à sa nature, refuse de rester. Il promet à Wendy qu'il reviendra la chercher un jour, mais à chaque fois qu'il revient, Wendy a grandi un peu plus. Peter, en revanche, reste éternellement le même. L'histoire commence avec un vieux menuisier nommé Maître Antonio, surnommé Cerise, à cause de son nez rouge. Un jour, il découvre un morceau de bois qui semble magique. Quand il tente de le sculpter, le bois parle et émet des sons humains. Effrayé, Maître Antonio donne ce morceau de bois à son ami, Geppetto, un menuisier solitaire qui rêve d'avoir un fils. Geppetto sculpte une marionnette à partir de ce bois et lui donne le nom de Pinocchio. Dès que Geppetto termine de le sculpter, Pinocchio s'anime, montrant immédiatement une nature espiègle et désobéissante. Il commence à courir dans la maison, provoquant le désespoir de Geppetto, qui le considère déjà comme son fils, malgré sa nature indisciplinée. Pinocchio, dans son impulsivité, s'enfuit et est arrêté par des carabiniers, policiers, laissant Geppetto accusé à tort de mauvais traitements envers la marionnette. De retour chez lui, Pinocchio est visité par un grillon parlant, il sera appelé Jiminy Cricket, dans certaines versions, un personnage sage et moralisateur qui avertit Pinocchio des dangers de la désobéissance et du manque de respect envers les autres. Cependant, Pinocchio, arrogant et têtu, refuse de l'écouter et, dans un accès de colère, jette un marteau au grillon, le tuant, du moins temporairement dans cette version. Ce premier acte symbolise l'incapacité initiale de Pinocchio à écouter la voix de la conscience. Ce meurtre du grillon parlant marque le début de ses ennuis, car il va bientôt découvrir que ses actions imprudentes le mènent à de graves conséquences. Pinocchio a faim, mais il se rend vite compte qu'il n'a ni argent ni moyen de se procurer de la nourriture.
Il se brûle les pieds en s'endormant près du feu, et Geppetto, malgré tout, revient pour l'aider. Geppetto, qui aime profondément Pinocchio, lui donne même sa propre veste pour qu'il n'ait pas froid. Devant cette preuve d'amour, Pinocchio promet de changer et de devenir un bon fils. Pour tenir cette promesse, Geppetto vend son propre manteau afin d'acheter un abécédaire pour Pinocchio, afin qu'il puisse aller à l'école. Mais Pinocchio, emporté par la tentation, décide de vendre l'abécédaire afin d'acheter un billet pour assister à un spectacle de marionnettes itinérantes. C'est ici que Pinocchio rencontre Mangiafuoco, un personnage appelé Maître Fire Eater, en anglais, un marionnettiste effrayant qui menace de le jeter au feu pour alimenter son dîner. Cependant, Mangiafuoco, ému par l'histoire de Pinocchio et la pauvreté de Geppetto, décide de le libérer et lui donne 5 pièces d'or pour son père. En chemin pour retrouver Geppetto, Pinocchio rencontre deux personnages rusés, un renard boiteux et un chat aveugle, même s'ils ne sont en réalité ni boiteux ni aveugles. Ils convainquent Pinocchio d'enterrer ses pièces d'or dans un champ magique, appelé le champ des miracles, lui promettant que ces pièces se multiplieront et qu'il récoltera un arbre couvert de pièces d'or. Fasciné par l'idée de devenir riche sans effort, Pinocchio les suit. Mais, comme prévu, le renard et le chat sont des escrocs. Ils volent les pièces et laissent Pinocchio dans le désespoir. Pinocchio se retrouve à nouveau seul, affamé et sans ressources. Dans cette partie de l'histoire, Collodi critique la naïveté et la paresse, en montrant que la cupidité et la quête de richesse facile conduisent souvent à la ruine. Dans sa quête pour retourner à la maison, Pinocchio fait face à une série d'épreuves. Il est capturé par des bandits, pendu à un arbre, et laissé pour mort. Il est ensuite sauvé par une mystérieuse figure féminine, la fée bleue, la fée aux cheveux turquoise dans l'œuvre originale. Cette fée devient une sorte de guide et de mère spirituelle pour Pinocchio, cherchant à l'aider à se réformer. Lorsqu'il ment à la fée bleue pour cacher ses erreurs, son nez commence à s'allonger, une des scènes les plus emblématiques de l'histoire. La fée lui explique que chaque mensonge qu'il dit allongera son nez, ce qui devient un symbole direct de la manière dont les mensonges déforment la vérité et entraînent des conséquences visibles. La fée bleue offre à Pinocchio une autre chance de se racheter, mais malgré ses promesses de devenir un bon garçon, Pinocchio continue de faire des choix irresponsables. Dans un des moments les plus marquants de ses aventures, Pinocchio rencontre un garçon paresseux nommé Lucignolo, Lanhic en anglais, qui l'entraîne au pays des jouets, terre de cocagne. Ce lieu est un paradis pour les enfants paresseux. Aucun travail, que des jeux et des plaisirs sans fin. Séduit par cette promesse de liberté sans contrainte, Pinocchio suit Lucignolo au pays des jouets, ignorant les avertissements de la fée bleue et du grillon parlant, qui réapparaît brièvement pour le conseiller. Cependant, cette vie sans responsabilité a un coût, tous les enfants qui arrivent au pays des jouets se transforment progressivement en ânes. Pinocchio, avec horreur, découvre que ses oreilles, puis tout son corps, se transforme en celui d'un âne. Lui et Lucignolo sont vendus à un fermier pour travailler dans des conditions épouvantables. Pinocchio, en tant qu'âne, subit de nombreux abus avant d'être jeté à la mer, où il retrouve son apparence de marionnette après être dévoré par des poissons. Dans l'une des péripéties finales, Pinocchio apprend que Geppetto, en essayant de le retrouver, a été avalé par un énorme poisson-chien, parfois interprété comme une baleine dans d'autres versions. Pinocchio se jette à l'eau pour sauver son père et finit par être englouti par le même monstre marin. Dans le ventre du poisson, Pinocchio retrouve Geppetto, affaibli et presque mourant. C'est à ce moment que Pinocchio commence à montrer une véritable transformation. Il décide de prendre soin de son père et, dans un acte de courage et de dévouement, réussit à échapper au poisson avec Geppetto. Pinocchio se met alors à travailler dur pour subvenir aux besoins de son père, mettant de côté son désir d'amusement et d'aventure facile. L'histoire commence avec Taupe, une créature timide et modeste qui vit dans un trou sous terre. Après avoir passé un long hiver en hibernation et avoir nettoyé sa maison, il se sent soudain pris d'un élan irrésistible d'exploration et de curiosité. Il quitte son terrier et monte à la surface pour découvrir le monde au-dessus de la terre, ce qu'il n'a jamais fait auparavant. Là, il est émerveillé par la beauté et l'ampleur du monde extérieur, avec ses couleurs, ses sons et ses odeurs. En errant près de la rivière, Taupe rencontre un nouvel ami, Rado, souvent simplement appelé Rati, un personnage doux et aventureux qui vit dans une charmante petite maison en bord de rivière.
Rati invite Taupe à partager un pique-nique et lui propose de l'emmener faire du bateau sur la rivière. Rati, qui adore la vie fluviale, parle avec enthousiasme de ses plaisirs, et Taupe est rapidement séduit par cette existence tranquille et pittoresque. Ensemble, ils parcourent les eaux tranquilles de la rivière, goûtant aux joies de la nature et de la camaraderie. Alors que Taupe et Rati s'installent dans leur nouvelle amitié, ils visitent un autre voisin, Crapaud, qui habite dans une immense et somptueuse résidence appelée Crapaudière. Crapaud est une créature excentrique, vantarde et capricieuse, connue pour sa richesse, mais surtout pour son caractère impulsif et changeant. Il s'enthousiasme pour de nombreuses choses, mais sa passion s'effondre aussi rapidement qu'elle s'enflamme. Lorsque Taupe et Rati le rencontrent, Crapaud est obsédé par les caravanes, une nouvelle lubie qui l'amène à acheter une caravane et à partir en voyage sur les routes de campagne. Rati et Taupe décident de l'accompagner dans cette aventure. Cependant, le voyage est écourté lorsqu'un incident survient, la caravane est renversée par une automobile qui passe à toute vitesse. Ce choc marque le début de la nouvelle obsession de Crapaud pour les voitures. Il abandonne immédiatement les caravanes et se plonge avec ferveur dans le monde des automobiles, une passion qui va bientôt causer de sérieux problèmes. Tandis que Crapaud se laisse happer par ses nouvelles lubies, Taupe continue d'explorer son nouvel environnement. Curieux de rencontrer un autre habitant important de la région, Blaireau, une figure respectée et quelque peu mystérieuse, Taupe se rend dans la forêt sauvage où Blaireau vit. Cette forêt est un endroit sombre et intimidant, qui effraie les créatures plus petites comme Taupe et Rati. Malgré cela, Taupe tente de trouver la maison de Blaireau mais se perd dans les bois. Il est secouru par Blaireau, un personnage sévère mais bienveillant, qui l'accueille chez lui. Blaireau est une créature solitaire, préférant la tranquillité et l'introspection, mais il se montre amical envers Taupe et Rati. Pendant leur séjour chez lui, les trois amis discutent de la situation préoccupante de Crapaud, dont l'obsession pour les voitures devient incontrôlable. Pendant ce temps, Crapaud, complètement enivré par sa passion pour la vitesse, commence à conduire ses voitures de manière de plus en plus dangereuse. Il cause de nombreux accidents, ce qui le met dans des situations délicates. Malgré les tentatives de ses amis pour l'arrêter, Crapaud refuse d'écouter leurs conseils, affirmant qu'il peut maîtriser sa conduite. Un jour, il vole une voiture et, après une poursuite avec la police, est finalement arrêté et condamné à la prison. Ses amis, inquiets pour lui, tentent de l'aider, mais Crapaud est trop orgueilleux pour admettre ses erreurs. Pendant son emprisonnement, Crapaud prend conscience de ses actions mais reste convaincu qu'il est victime d'une grande injustice. En prison, il rencontre une blanchisseuse, qui lui propose de l'aider à s'évader en échange de quelques promesses. Crapaud, déguisé en blanchisseuse, parvient à s'échapper de la prison, entamant une série de péripéties rocambolesques pour retrouver sa maison. Après son évasion, Crapaud traverse diverses aventures pour revenir chez lui. Il est poursuivi par la police, doit fuir à travers la campagne, et utilise des moyens de plus en plus risqués pour rentrer à la Crapaudière. Cependant, lorsqu'il parvient finalement à la maison, il découvre que son manoir a été pris d'assaut et occupé par une bande de furets et de belettes venus de la forêt sauvage. Crapaud est désespéré, mais ses amis Rati, Taupe et Blaireau viennent à son secours. Ensemble, ils élaborent un plan pour reprendre Crapaudière. Grâce à une attaque nocturne bien organisée, dirigée par Blaireau, le groupe parvient à surprendre les intrus et à les chasser de la propriété. Crapaud récupère finalement son manoir, mais cette épreuve lui a donné une précieuse leçon d'humilité. Suite à ces événements, Crapaud change. Il commence à montrer des signes de maturité et de rédemption, réalisant enfin les erreurs de son passé. Il devient plus humble, reconnaît la valeur de l'amitié et promet de se comporter de manière plus responsable. Ses amis, heureux de voir ce changement, continuent à l'entourer de leur affection et de leur soutien. L'histoire se termine avec un retour à la paix et à la tranquillité dans la région. Taupe, Rati, Blaireau et Crapaud reprennent leur vie respective, et l'amitié qui les unit est plus forte que jamais. Ils célèbrent ensemble dans un esprit de camaraderie, heureux d'avoir surmonté les épreuves et les erreurs.